Certaines connexions humaines semblent défier toute explication logique. Il existe des rencontres si improbables, si précises, qu'elles nous donnent l'impression évidente qu'une force supérieure agit dans les coulisses de la vie. Au milieu du chaos quotidien, des signes se répètent, les coïncidences s'accumulent et un sentiment profond émerge, comme si l'univers tentait de nous transmettre un message. Et si aimer véritablement quelqu'un n'était pas simplement une question de choix ou de hasard, mais un appel intérieur guidé par des forces invisibles? Et si les signes que vous percevez lors d'une rencontre n'étaient pas de simples coïncidences, mais les manifestations d'une réalité psychique plus profonde? Aujourd'hui, nous allons plonger dans la vision de Carl Jung pour comprendre comment l'inconscient, le destin et la synchronicité révèlent ces rencontres prédestinées. Si vous croyez que le véritable amour se manifeste à travers des signes, laissez un commentaire. Je reconnais les signes de l'univers. Dans la psychologie analytique de Jung, l'amour véritable ne se limite pas à un sentiment romantique. C'est une expérience puissante de transformation et de révélation du soi. Quand deux êtres sont destinés à se rencontrer, cela peut être compris à travers des concepts fondamentaux de Jung. La synchronicité, la projection, l'ombre et le processus d'individuation. La synchronicité, sans doute le concept le plus directement lié à ce sujet, est définie par Jung comme l'apparition de coïncidences significatives, non explicables par la causalité, mais qui prennent un sens profond pour la personne qui les vit. Lorsque vous rencontrez quelqu'un et que des signes se multiplient, rencontres répétées, rêves récurrents, émotions intenses et inexplicables, vous pourriez être face à une manifestation symbolique de cette connexion prédestinée. La projection intervient quand nous attribuons à l'autre des aspects inconscients de nous-mêmes. En amour, nous projetons nos images intérieures de l'anima ou de l'animus, les archétypes du féminin et du masculin présents en chacun. Lorsqu'une personne résonne profondément en nous, c'est souvent parce qu'elle réveille des parties dormantes de notre psyché. Cette rencontre nous invite alors à un processus d'intégration de l'ombre, tout ce que nous avons nié ou ignoré en nous-mêmes. L'amour véritable, dans la perspective jungienne, devient alors un chemin vers l'individuation. Il ne se réduit pas au plaisir ou à la compagnie, mais agit comme un miroir révélant nos blessures, nos potentiels et notre destinée. Les signes envoyés par l'univers ne sont pas là pour nous divertir, mais pour nous éveiller. Les reconnaître exige une écoute intérieure, une ouverture symbolique et le courage de plonger en soi. Quand l'amour est guidé par le destin, il ne touche pas seulement le cœur, il transforme l'âme. Il existe dans la vie des moments où une rencontre se produit avec une telle justesse, un tel sens, qu'il semble impossible qu'elle soit le fruit du hasard. Un regard croisé au bon moment, une conversation apparemment anodine qui déclenche de profondes émotions, ou même des rêves récurrents avec une personne encore inconnue, tout cela peut être l'expression de ce que Jung appelait la synchronicité. Pour lui, la synchronicité est une forme de connexion non causale entre des événements extérieurs et des contenus intérieurs. C'est lorsque l'univers nous parle à travers des coïncidences porteuses de sens, qui dévoilent quelque chose d'essentiel sur notre psyché. Dans le domaine amoureux, ces signes synchronistiques sont souvent intenses et fortement chargés de symbolisme. Parfois, une chanson spécifique revient sans cesse lorsque nous pensons à une personne. D'autres fois, nous rêvons d'un être avant même de le rencontrer physiquement. Ces manifestations ne sont pas anodines. Pour Jung, elles signalent que l'inconscient est actif, mobilisant des symboles pour attirer l'attention sur un événement important. La rencontre avec l'autre comme miroir et vecteur d'individuation. L'amour véritable, lorsqu'il est destiné, ne se manifeste pas uniquement comme attirance ou affinité, mais comme un portail symbolique vers une transformation intérieure. Les signes envoyés par l'univers à travers la synchronicité sont la langue vivante de l'âme. Ils ne garantissent pas un conte de fées romantique, mais éveillent une écoute plus profonde de notre existence. C'est là que l'amour cesse d'être un simple désir et devient une révélation des contenus enfouis dans l'inconscient qui prennent forme à travers l'autre. La synchronicité révèle également l'interconnexion entre le monde intérieur et le monde extérieur. Elle se manifeste par exemple quand deux personnes rêvent l'une de l'autre au même moment, quand des circonstances improbables les réunissent à plusieurs reprises, ou quand des symboles récurrents surgissent autour d'un même lien. Pour le regard jungien, ce n'est pas une simple coïncidence. C'est l'inconscient collectif, ce champ partagé de symboles humains,
qui se met en mouvement pour guider deux êtres à se reconnaître au moment juste de leur parcours. Beaucoup de ces signes échappent à la logique, et c'est justement ce qui fait leur puissance. Jung affirmait que l'inconscient s'exprime à travers des images, des symboles et des expériences qui défient la pensée rationnelle. Tenter de comprendre ces rencontres uniquement par la logique nous fait passer à côté de leur dimension archétypique. L'univers ne parle pas avec des mots, il chuchote avec des symboles, des métaphores, des émotions. Il faut une oreille intérieure affinée pour saisir cette langue. Les relations destinées émergent souvent en période de crise ou de transition. Quand l'ego est fragilisé ou en mutation, l'inconscient a plus de place pour se manifester et les rencontres synchronistiques deviennent plus fréquentes. C'est comme si l'univers profitait de ces brèches de vulnérabilité pour insérer l'autre comme catalyseur de transformation. Ces apparitions ne sont pas accidentelles. Elles viennent confronter, élargir et guider vers la totalité. Mais il y a aussi un facteur de réceptivité spirituelle et psychologique. Les signes de l'univers ne se révèlent pas à ceux qui sont déconnectés de leur propre cheminement. Une personne centrée uniquement sur l'extérieur ou sur les normes sociales perçoit rarement ce langage symbolique. En revanche, quelqu'un engagé dans une quête intérieure verra ces signes se multiplier, comme si l'univers conspirait pour faire converger le lieu, le temps et l'émotion. Ainsi, aimer par destin ne se résume pas à vivre une relation, mais à traverser un portail psychique qui réorganise le sens de l'existence. Les signes envoyés par l'univers ne promettent pas le succès, mais proposent une écoute radicale, un abandon profond. Ils n'offrent pas des réponses, mais des pistes. Et dans ce mystère réside toute la beauté. Chaque synchronicité est une invitation à se rapprocher de soi, et parfois de celui ou celle que nous étions censés rencontrer. Lorsque nous tombons amoureux, il ne s'agit pas uniquement d'une attirance pour un être concret, avec son histoire, ses caractéristiques et sa présence. Nous entrons aussi en contact avec une image intérieure, souvent inconsciente, que nous projetons sur l'autre. Carl Jung a décrit ce phénomène comme la projection, un mécanisme psychique par lequel des aspects internes, en particulier ceux que nous n'avons pas encore reconnus, sont attribués à des personnes extérieures. En amour, cela devient particulièrement évident. Ce qui nous attire ou nous dérange chez l'autre est bien souvent le reflet direct de ce que nous n'avons pas encore intégré en nous-mêmes. Ces projections sont puissantes, car elles touchent des couches profondes de la psyché. Jung a observé qu'en amour, nous projetons fréquemment des figures archétypiques. L'anima, le principe féminin dans la psyché de l'homme, et l'animus, le principe masculin dans la psyché de la femme. Quand nous rencontrons une personne qui incarne ces archétypes, un sentiment de complétude se réveille, comme si cette personne faisait surgir quelque chose de profondément enfoui ou oublié. Cette impression de reconnaissance mystérieuse est souvent le signe que nous ne faisons pas face à un simple individu, mais à un miroir symbolique de notre inconscient. Ce processus, aussi magique soit-il dans son apparition, amène également des défis profonds. L'idéalisation, par exemple, est un symptôme classique de la projection. Nous voyons chez l'autre des qualités qui ne lui appartiennent pas vraiment, mais que nous avons construites intérieurement depuis l'enfance à travers nos fantasmes, nos expériences affectives et les modèles culturels. Avec le temps, la relation révèle la personne réelle derrière l'image projetée. Ce moment de désenchantement, parfois douloureux, est aussi une opportunité précieuse, celle de reprendre nos projections et de commencer le véritable travail d'individuation. L'autre, dans ce contexte, joue un rôle symbolique essentiel. Il nous aide à voir ce que nous ne parvenions pas encore à voir en nous-mêmes, les qualités que nous admirons ou jalousons, les défauts que nous critiquons ou rejetons, en disent souvent plus sur notre propre psyché que sur la personne en face. Chaque relation significative devient alors une scène où nos ombres et nos lumières sont projetées, appelant à être reconnues, intégrées et transformées. Cette dynamique devient encore plus profonde lorsqu'une sensation de destinée marque la relation. Ce type de lien n'est pas une simple expérience affective, c'est une expérience archétypique. L'autre devient symbole, passerelle vers les couches profondes de l'âme, éveillant en nous non seulement le désir, mais aussi des souvenirs anciens, des douleurs enfouies, des aspirations oubliées et des potentiels non vécus. C'est pourquoi de telles rencontres sont souvent aussi intenses, et parfois si difficiles à soutenir sans un véritable travail intérieur. Jung disait que le véritable amour commence lorsque la projection s'achève. Tant que nous sommes fascinés par l'image que nous avons créée,
nous n'aimons pas encore vraiment. Nous nous aimons à travers l'autre. Ce n'est que lorsque nous commençons à voir l'autre tel qu'il est, avec ses imperfections, et que nous choisissons quand même de rester et de grandir avec lui, que l'amour atteint sa profondeur réelle. Cette étape demande une maturité psychique, de l'humilité et une volonté d'évoluer intérieurement. Le lien cesse alors d'être un miroir illusoire et devient un espace de transformation mutuelle. Reconnaître le rôle des projections est fondamental pour comprendre pourquoi certaines relations semblent écrites. L'intensité ressentie ne vient pas uniquement de l'autre, mais de la force archétypique qu'il réveille en nous. C'est un appel à regarder en soi, à accueillir nos parts niées, à éclairer l'ombre avec la lumière de la conscience. Alors, l'amour cesse d'être pure émotion pour devenir un processus alchimique, un chemin de connaissance de soi, de guérison et d'individuation. Quand on pense à une relation prédestinée, on imagine souvent une histoire douce, fluide, sans conflit, comme si la confirmation du destin garantissait l'harmonie. Pourtant, selon Jung, la réalité psychique est tout autre. Parce qu'il touche une profondeur symbolique, l'amour véritable confronte inévitablement à l'ombre tout ce que nous avons refoulé, oublié ou nié. L'ombre, pour Jung, est constituée des aspects de nous que le moi conscient refuse d'admettre. Elle contient nos failles, jalousie, colère, peur, désir de contrôle, mais aussi nos forces inexprimées, nos dons inexploités. Dans l'amour, surtout lorsqu'un lien semble destiné, l'ombre est souvent activée parce que l'autre touche nos zones aveugles et fragiles, ébranle nos idéalisations et nous oblige à regarder plus honnêtement qui nous sommes. Dans les relations ordinaires, il est plus facile de porter un masque, d'éviter la confrontation. Mais lorsqu'un lien est vécu comme significatif sur le plan spirituel ou symbolique, une pression intérieure surgit pour évoluer, intégrer, se transformer. Cela implique de traverser l'ombre. Ainsi, les relations qui semblaient magiques au départ connaissent souvent des crises, des disputes, des phases de turbulence. Ces épisodes ne sont pas des échecs, ils sont partie intégrante du processus d'individuation. Faire face à l'ombre en amour est inconfortable, mais essentiel. Elle se manifeste sous forme de jalousie, de possessivité, de dépendance affective, de peur d'être abandonné ou de besoin excessif de validation. Bien que ces réactions semblent provoquées par l'autre, elles sont en réalité le reflet de blessures intérieures encore actives. Le partenaire devient alors un miroir vivant de nos traumas, un déclencheur de souvenirs que nous n'avons pas encore guéris. Et si la relation est vraiment guidée par quelque chose de plus grand, ces douleurs ne sont pas là pour la briser, mais pour révéler ce qui doit être transformé. À travers cette traversée, l'amour authentique se distingue de l'idéalisation. Aimer, ce n'est pas rester dans l'enchantement initial, mais choisir de rester lorsque les ombres apparaissent. C'est reconnaître que l'autre, aussi destiné soit-il, reste humain, imparfait, et que la relation elle-même nous poussera sans cesse à revoir nos habitudes, abandonner nos défenses et prendre la responsabilité de notre monde intérieur. L'autre devient un catalyseur de conscience et non un simple refuge. Les liens porteurs de cette charge symbolique exigent aussi que nous renoncions au contrôle. L'ombre déteste être exposée. Elle préfère agir dans l'ombre, manipuler nos réactions, saboter nos relations, créer des schémas répétitifs. Mais dans une relation qui nous confronte à la vérité, nous sommes obligés de la regarder en face. Nous découvrons que ce n'est pas l'autre qui nous fait souffrir, mais ce qu'il réveille en nous. C'est là que le lien devient une véritable alchimie psychique. Cette alchimie consiste à intégrer l'ombre, reconnaître ses contenus et les ramener à la lumière de la conscience. Plutôt que blâmer ou fuir, nous apprenons à écouter ce que la douleur veut nous dire. Derrière la jalousie, il y a souvent une peur de l'abandon. Derrière la critique, une insécurité ignorée. Derrière le besoin de contrôle, une blessure de rejet non guérie. Et ainsi, l'amour cesse d'être un lieu de projection et devient un chemin de guérison. Lorsque l'ombre est intégrée, la relation gagne en profondeur. Le lien devient plus authentique, plus solide. Et la sensation de destinée se confirme, non par l'absence de conflit, mais par la capacité à grandir ensemble à travers eux. Aimer par destin, c'est reconnaître que l'autre n'est pas là pour nous compléter, mais pour nous révéler. Et dans cette révélation, nous devenons plus entiers, plus conscients, plus vrais. Dans la psychologie analytique de Carl Jung, les archétypes de l'anima et de l'animus occupent une place centrale dans la compréhension de l'amour et des relations profondes.
L'anima représente le principe féminin dans l'inconscient de l'homme, tandis que l'animus symbolise le principe masculin dans l'inconscient de la femme. Ces archétypes ne sont pas de simples images intérieures. Ils structurent notre manière de percevoir, de ressentir et de nous relier à l'autre sexe, mais surtout, ils expriment notre quête de totalité intérieure. Lorsque nous vivons une relation qui semble prédestinée, ce sentiment peut venir de l'activation intense de ces archétypes, signalant non seulement une connexion avec l'autre, mais aussi un appel à intégrer ces forces opposées et complémentaires. Tout au long de notre vie, nous construisons inconsciemment une image du masculin et du féminin, influencée par nos expériences avec nos parents, notre culture et notre environnement. Ces images forment nos attentes amoureuses et alimentent aussi nos projections. Rencontrer quelqu'un qui reflète ou éveille fortement notre anima ou notre animus déclenche une sensation quasi mystique de familiarité, comme si l'on se retrouvait face à quelque chose de profondément connu, bien que jamais rencontré. Cette expérience peut donner l'illusion de l'âme sœur, mais elle est en réalité un reflet des énergies intérieures qui réclament à être reconnues et intégrées. Autrement dit, aimer quelqu'un qui semble prédestiné ne nous conduit pas seulement vers l'autre, mais nous ramène à nous-mêmes. Lorsqu'un homme tombe amoureux d'une femme qui incarne son anima, il est inconsciemment attiré par la possibilité de se reconnecter à sa sensibilité, son intuition, sa créativité émotionnelle. De même, lorsqu'une femme aime un homme qui reflète son animus, elle est poussée à intégrer sa clarté, son autonomie, sa capacité d'action. La relation devient alors un champ d'énergie polaire, où chacun est invité à éveiller en soi les forces complémentaires. Cependant, cette intégration ne se fait pas automatiquement. Ce qui commence comme une attirance profonde et un sentiment de complétude peut rapidement se transformer en tension et en conflit. En effet, l'anima et l'animus possèdent des aspects lumineux, mais aussi des facettes sombres. L'anima peut apparaître comme muse inspiratrice, mais aussi comme figure passive, manipulatrice ou idéalisée. L'animus peut surgir comme guide intérieur sage, mais aussi comme voix critique, rigide ou autoritaire. Lorsque ces aspects restent inconscients, ils faussent notre perception de l'autre et fragilisent la relation. C'est là que la relation amoureuse devient un chemin spirituel et psychologique. Quand l'individu comprend que l'intégration de ses forces ne dépend pas de l'autre, mais de son propre processus intérieur, l'amour prend une toute autre dimension. Le partenaire cesse d'être un idéal inaccessible et devient un compagnon réel, avec ses forces et ses failles. Et la rencontre, même marquée par l'imperfection, se révèle être le miroir vivant de l'individuation. L'intégration du féminin et du masculin intérieur est fondamentale pour que la relation cesse d'être un lieu de dépendance et de projection et devienne une danse consciente entre polarités. Un homme connecté à son anima devient plus réceptif, empathique, intuitif. Une femme ayant intégré son animus se montre plus affirmée, lucide et libre dans ses choix. Quand les deux partenaires s'engagent dans ce travail intérieur, leur lien se stabilise, s'enracine dans la vérité émotionnelle et cesse de reposer sur des fantasmes. Dans les relations vécues comme prédestinées, ce processus s'intensifie. Le sentiment que l'univers réunit deux personnes ne signifie pas que tout sera simple, mais qu'un objectif plus profond anime l'union, celui de réaliser l'unité psychique. L'autre n'est pas seulement là pour aimer, mais pour éveiller. Et chaque épreuve, chaque désaccord, chaque transformation devient une opportunité pour harmoniser nos déséquilibres internes. La véritable union naît lorsque chacun assume son propre chemin d'intégration. C'est là que l'amour devient expression de plénitude, et non réponse à un manque. Unir anima et animus ne revient donc pas seulement à bâtir une relation équilibrée, c'est accomplir une union intérieure, où les opposés se reconnaissent, s'honorent et se complètent. Dans cet état de complétude, l'amour qui semblait venir du destin devient instrument de la plus profonde des transformations, le retour à soi, enrichi par l'expérience de l'autre. L'amour qui se présente avec des signes, des pressentiments et une sensation d'inévitabilité n'est pas un simple caprice du hasard. Il est l'expression de l'inconscient, du destin symbolique et du chemin que chaque être humain parcourt vers la totalité. Comme nous l'avons vu, ces rencontres amoureuses, lorsqu'elles portent ce poids existentiel, ne se contentent pas d'émouvoir. Elles éveillent l'âme, elles exposent des schémas, réveillent des blessures, brisent les illusions et nous invitent à intégrer le féminin et le masculin en nous. Ce sont des relations qui ne caressent pas toujours.
Elles confrontent, transforment et élargissent la conscience. Dans la perspective jungienne, aimer véritablement, c'est franchir le portail de l'individuation. Nous ne sommes pas ici pour chercher quelqu'un qui nous complète, mais pour reconnaître, à travers l'autre, ce qui doit être éveillé en nous. Lorsque l'univers envoie des signes, il ne nous demande pas d'attendre, mais de nous écouter, d'observer et d'agir avec courage. Si ce contenu a résonné en vous, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour continuer à explorer les mystères de la psyché humaine. Et ne manquez pas la vidéo suggérée à l'écran. Elle pourrait bien être la prochaine étape de votre voyage intérieur. N'oubliez pas, les signes sont toujours là, il suffit d'être éveillé pour les voir.